Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans une nouvelle série des Jeudis de l'Uni. Alors, comme promis la dernière fois, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la bourse, au marché boursier et surtout à l'apport de cette activité à l'économie de manière générale, à l'investissement de manière particulière. Pour cette raison, nous avons tout simplement invité le directeur général de la Bourse d'Alger, M. Yazid Benmouhoub. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'UNI pour débattre aujourd'hui du rôle que peut jouer votre institution. Bien évidemment, avec nous, Abdelwahab Brahim, le président de l'UNI, et le vice-président de l'UNI, M. Slimani. Bonjour et merci d'être avec nous également. Alors, avant de donner la parole à notre invité, Abdelwahab Brahim, il est plus qu'aujourd'hui avéré le rôle que peut jouer la bourse dans l'investissement. Ah oui, absolument. Aujourd'hui, les grandes économies à travers le monde fonctionnent avec cet instrument qui est extraordinaire, c'est la bourse. C'est un instrument tout indiqué pour le développement d'un pays et je pense que chez nous, ce sera encore beaucoup plus indiqué, d'autant plus que le marché de la bourse n'est pas suffisamment développé et je pense que notre économie a tout intérêt à aller et développer cette bourse et surtout de lui créer l'environnement adéquat pour qu'elle puisse fonctionner normalement. Alors, Yazid Benmouhoub, on a beaucoup critiqué la bourse ces dernières années. On remarque ces derniers mois qu'il y a un nouvel engouement, un nouveau souffle. Est-ce que vous confirmez ce constat? Oui, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Cela permet donc d'éclairer un peu plus l'opinion sur l'activité boursière d'une manière générale. Effectivement, ces derniers temps, il y a beaucoup de déclarations, et notamment déclarations officielles, sur la volonté des pouvoirs publics de redynamiser la bourse d'Alger. Sur cet aspect, il faut préciser une chose, c'est que cette redynamisation s'inscrit dans un cadre global qui est un plan de réforme du marché financier algérien. Donc, il a été initié en 2011 par le ministère des Finances, avec le ministère des Affaires étrangères et l'appui donc, du programme des Nations Unies pour le développement. Donc, il y a deux phases qui sont inscrites dans ce programme. Une première phase d'évaluation dont le but est d'identifier un peu les obstacles, si on peut dire, qui ont fait que jusqu'à présent, la place d'Alger n'a pas connu l'essor qu'elle devrait connaître. Les travaux donc, ont été finalisés ces derniers mois. Et puis là, on est dans la deuxième phase, si vous voulez, qui est la phase de mise en application des recommandations qui ont été faites dans le cadre de la phase 1. Alors, parmi les recommandations les plus importantes, on va le dire, pour dynamiser la bourse d'Alger, c'est bien entendu, c'est l'alimenter. Il faut alimenter le marché. Et l'alimentation du marché doit se faire dans un premier temps, et ça tout le monde s'accorde à le dire, à travers donc l'introduction de sociétés quand même qui sont importantes, visibles, pour qu'elles puissent être constituer la locomotive qui vont tirer l'activité de la bourse. Donc sur ce point, donc les pouvoirs publics ont établi une première liste de sociétés publiques éligibles à l'introduction. Et donc le Conseil des participations de l'État, qui s'est donc réuni ces derniers mois, a validé la liste. Et cette liste-là donc, contient effectivement des sociétés, des entreprises publiques importantes sur la scène économique nationale. Et nous sommes actuellement en phase avec, bien entendu, l'autorité de marché, qui est la COSOB, donc de tenir des réunions pour voir où la situation, c'est-à-dire où sont arrivées ces entreprises dans la préparation de leur dossier. Voilà. On y reviendra. Monsieur Slimani, restons dans le constat, à votre avis. Qu'est-ce qui a fait que ces dernières années, la bourse d'Alger n'a pas pu véritablement jouer son rôle? Pourquoi ce manque d'engouement des entreprises vis-à-vis du marché boursier, cette réticence?
savez, quand on regarde depuis quand on a commencé à discuter de la bourse, ça fait près de 20 ans. Mais malheureusement, aujourd'hui, les sociétés qui sont en bourse se comptent sur les bouts des doigts. Non, le problème, moi, je pense que c'est un problème de volonté politique, pas plus, parce qu'on n'a pas incité les entreprises à aller vers leur placement en bourse. Et on n'a pas, si vous voulez, motivé également les entreprises à aller en bourse. Parce que la bourse, c'est quoi? La bourse, c'est la transparence. Si on fait la transparence, on doit gagner quelque chose en contrepartie. On peut justement faire la différence avec celles qui ne sont pas dans la transparence. Et là, malheureusement, il n'y a pas eu un dispositif bien, si vous voulez, encadré qui encouragerait les entreprises à aller en bourse. On revoit les derniers temps quand même une volonté un peu plus appuyée des pouvoirs publics pour développer justement l'entrée des entreprises en bourse. On attend les résultats, si vous voulez. On est à l'écoute, on espère que ça va se faire beaucoup plus rapidement que ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. D'accord. Alors, Abdou Abrahim, au sein de l'UNI, vous êtes le président de l'UNI. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rencontrez les opérateurs économiques dans l'Union que vous présidez, qui sont, on va dire, qui ont cette envie d'aller en bourse? Est-ce que c'est un sujet qui revient assez souvent? Est-ce que vous en discutez au sein de l'UNI? Non, on n'en discute pas parce que, en fait, nos investisseurs, ils vivent un peu dans le carcan de tous les jours. Je dirais la problématique du banquier, la problématique fiscale, la problématique, je dirais, foncière. Mais par contre, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, nous, l'intérêt de ce débat, justement, c'est d'attirer leur attention et de dire il y a une autre voie, la bourse. Elle peut apporter une autre voie, à la fois au développement de l'entreprise, à la fois à la pérennité de l'entreprise et surtout à la gouvernance de cette entreprise. Et c'est le travail que nous essayons de faire et j'espère qu'on va obtenir des résultats. Et à la lumière de ce qui va se dire aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir sensibiliser suffisamment nos investisseurs afin qu'ils se rapprochent de la bourse. Maintenant, vous savez, le principal propriétaire, je dirais, c'est aujourd'hui en Algérie, c'est l'État. L'État est propriétaire de, grosso modo, de presque toutes les entreprises industrielles. Il lui revient à lui, l'État, d'essayer déjà de mettre un peu cette bourse en route en introduisant ces sociétés publiques, d'ailleurs, qui ont un très grand intérêt. Le premier intérêt, c'est la transparence. Ça va leur apporter de la transparence, ça va leur apporter aussi des règles de gestion, je dirais, classiques, économiques. Et c'est aussi une façon aussi de, comment on appelle ça, d'inciter les capitaux privés à aller à la bourse. Très bien. Alors, Monsieur Ben Mouhoub, aujourd'hui, nous avons deux entreprises publiques, deux entreprises privées cotées en bourse. Alors, le RACI, Saïdal, Allianz Assurance et tout récemment NCA Riba. Est-ce que le privé commence de plus en plus à s'intéresser au marché boursier? Je vais dire que, au vu de ce que je ressens depuis que je suis à la Bourse d'Alger, c'est qu'avec l'annonce qui a été faite par les pouvoirs publics de l'introduction de ces sociétés importantes, nous sommes de plus en plus sollicités par des opérateurs privés pour comprendre effectivement le pourquoi d'aller en bourse, qu'est-ce que je vais gagner en allant en bourse, à quoi pourrais-je m'exposer, etc. Mais on sent qu'il y a un réel engouement de la part de certains opérateurs privés qui souhaiteraient, d'ailleurs certains nous l'ont même précisé, que c'est dans leur programme de 2014 pour se faire coter à la Bourse d'Alger. Donc, dans un premier temps, s'il y a 2-3 autres sociétés privées qui souhaiteraient s'introduire, cela veut dire qu'effectivement, on commence à percevoir, comme vient de le préciser M. Rahim, l'importance, l'autre voie, si vous voulez, pour essayer de développer son entreprise et de rester,
pour permettre la pérennité notamment de la société. Alors la liste risque de s'allonger, puisque là on parle du CPA, on parle des cimenteries du groupe JK, on parle de la CARC, Occidental Carrière, Hydroaménagement et Mobilis. Donc est-ce que finalement c'est un choix personnel de la part de ces entreprises d'ouvrir leur capital, ou on va dire qu'il y a eu une sorte de directive des ministères concernés afin de les pousser à le faire? Très sincèrement, concernant cette question, s'agissant d'entreprises publiques donc, qui appartiennent à l'État, l'État étant l'actionnaire unique, donc la décision d'introduction ne peut Émaner que de l'État. Sur cette question-là, donc le chef du gouvernement, le Premier ministre plutôt, avait adressé une circulaire à tous les départements ministériels en leur demandant de sélectionner les entreprises qui remplissent les conditions d'introduction. Donc cette première liste, je dis bien cette première liste, constitue, si vous voulez, un échantillon qui regroupe, qui reprend l'ensemble des secteurs, les assurances, donc les services, l'industrie, etc. Mais aussi, il faut préciser que ce sont comme je l'ai précisé tout à l'heure, des entreprises importantes qui jouissent d'une très bonne situation financière, donc qui pourraient aller en bourse sans aucun problème. Alors, Abdou Abrahim, chez le privé, ça se passe comment? Comment on se trouve motivé d'aller en bourse et d'ouvrir son capital? L'état d'esprit de l'opérateur privé algérien au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, l'opérateur algérien ne demande qu'à être motivé. Donc, il faut que les autorités montrent qu'il y a un intérêt à aller à la bourse. Cet intérêt, bien entendu, vu de loin, il est évident. Comme je disais, les principales économies de la planète fonctionnent avec cet instrument-là. Maintenant, aller à la bourse, quelles sont les contraintes? Quels sont les avantages? Y a-t-il un avantage à tirer d'aller à la bourse? Y a-t-il un intérêt d'y être à la bourse? Non, nous attendons, en fait. Nous attendons un peu, je dirais, ce répertoire d'avantages qui pourrait amener les entreprises privées à aller en bourse et que ces avantages soient bien compris, que ça soit d'ordre fiscal, d'ordre organisationnel, etc. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, on va dire l'État de manière générale, la Bourse d'Alger, la COSOB, tous ces organismes qui s'occupent du marché boursier ne communiquent pas suffisamment, ne disent pas suffisamment aux opérateurs privés, voilà ce que vous allez avoir comme avantage si jamais vous ouvrez votre capital, etc. Il n'y a pas suffisamment de marketing, de publicité autour de ça? Aujourd'hui, de la part des investisseurs privés, la bourse, c'est une contrainte. Ce n'est pas un avantage. Pourquoi? Cette bourse aujourd'hui, comme dit Slimani, il y a quelques titres qui sont cotés, mais il y a même un problème de cotation. En fait, ces titres qui sont cotés, ils sont presque cotés administrativement. On a l'impression aujourd'hui, la bourse, elle n'a pas tous les instruments qui lui permettent de fonctionner normalement. Au jour d'aujourd'hui, comment on peut acheter un titre et comment on peut vendre un titre? Il n'est pas évident. Je vous donne un exemple. Nous avons des titres obligataires qui sont cotés à la bourse d'Alger. Mais on est incapable. Nous avons des clients qui nous disent on veut acheter le titre d'Ahli à la bourse, et quand ils s'adressent aux banques, qui sont les intermédiaires, on leur dit on n'en a pas. Nous avons des gens qui ont acheté des titres de Dahli il y a 2-3 ans, aujourd'hui 4 ans, et aujourd'hui fait qu'un titre, vous savez, un titre il est mobile, on le vend et on l'achète, ils veulent vendre et ils n'arrivent pas. Donc voyez-vous, la bourse n'a pas encore, on a la place, mais on n'a pas tous les instruments autour qui font que cette bourse fonctionne. Or qu'une bourse, elle fonctionne, vous savez, à travers le monde, on vend un titre et on achète un titre en même temps au téléphone. Donc si aujourd'hui vous vous adressez à une banque, on vous dit il n'y en a pas, ou on ne sait pas, la porte d'entrée, je dirais, l'environnement de la bourse, ce qui fait
que la bourse fonctionne, pour nous, aujourd'hui, il n'existe pas. Alors, comment peut-on aller à la bourse? D'accord. Monsieur Slimani, pour rester un peu dans le même sillage, aujourd'hui, pourquoi ou comment expliquer cette frilosité de la part des opérateurs économiques d'aller vers le marché boursier? Avant de donner la parole Oui, je crois qu'il y à a, M. Benmouhoub. plusieurs choses. D'abord, c'est le fait que le gain immédiat n'apparaît pas. Si on veut aller en bourse, d'abord la bourse, si vous voulez, elle a deux aspects. Il y a un aspect financement, il y a un aspect également placement des titres. Dans l'aspect financement, les gens qui recourent à la bourse, c'est des gens qui veulent éviter le système bancaire. Au lieu d'aller au système bancaire, ils préfèrent aller chez le public, donc ils déclenchent une opération. Mais sur le plan pratique, ce n'est pas aussi aisé. C'est très difficile, c'est coûteux d'abord, et c'est coûteux par toutes les démarches, toutes les interventions qu'il faudrait faire à l'échelle nationale pour réussir l'opération, et puis c'est coûteux également sur le plan de l'information. Nous avons l'expérience quand on a fait l'emprunt obligataire, je vous assure que ça représente un coût important de l'opération. Deuxièmement, si vous voulez, c'est qu'à la bourse, les gens hésitent d'y aller parce qu'ils ne sont pas sûrs de trouver ce qu'ils attendent. Parce que ça dépend de comment l'opération, l'engouement qui est donné, la manière dont c'est présenté, etc. Donc les gens craignent, si vous voulez, l'échec en quelque sorte de l'opération. Et puis des fois, ils préfèrent le système bancaire et peut-être plus facile des fois à avoir que de se casser la tête et à aller en bourse. Donc on ne fait pas effectivement une certaine différence. Et puis il y a l'aspect, si vous voulez, l'aspect maintenant, la bourse qui devrait être, comme elle fonctionne dans les systèmes européens, la bourse est un système de placement. Les gens qui ont de l'épargne, ils achètent des actions en bourse quotidiennement. Tous les jours, il y a des cotations. On achète les actions de telle société. Le lendemain, on les revend. Il y a, si vous voulez, il y a une spéculation qui se fait à travers ce système. Là, malheureusement, enfin, chez nous, ça ne s'est pas développé. Moi, je sais quand on veut acheter un titre, ce n'est pas facile de l'avoir dans l'agence d'à côté. C'est ça. Alors, une série de constats, Yazid Benmouhoub. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec tout ce qui vient d'être dit? Parce que bon, là, on a des opérateurs sur le terrain qui vivent au quotidien ces problèmes. Oui, je vous ai dit, c'est-à-dire que en l'état actuel, avec 4 titres, donc c'est-à-dire une profondeur de marché très limitée, on ne peut pas s'attendre à un développement, à une capitalisation ou à un mouvement d'action aussi important qu'on le souhaiterait. Donc, quelle serait la taille, on va dire, idoine pour un pays comme l'Algérie? Pour un pays comme l'Algérie, compte tenu de l'économie, de la valeur ajoutée du PIB, l'activité boursière, la capitalisation boursière, on va dire, est infime par rapport à cela. Donc, c'est-à-dire que, on va dire que le champ est encore vierge. Il y a beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire. C'est vrai que toutes ces critiques-là, donc nous-mêmes, on a fait le constat de ces choses. On essaye d'y remédier graduellement, parce qu'aussi, il ne faut pas s'attendre à ce que le marché soit idéalement pourvu et avec tous les mécanismes et du jour au lendemain. Voilà. Donc il faut du temps. Déjà, sur le plan de la vulgarisation. Déjà, vous avez un plan média, vous prévoyez d'aller un peu partout. C'est pour ça que vous êtes d'ailleurs avec nous ce matin à l'UNI pour vulgariser tout cela. Alors, pour reprendre un peu ce qui a été dit, c'est vrai qu'il y a un problème de liquidité des titres, c'est-à-dire quand on veut vendre, on n'arrive pas à vendre facilement. Ceux qui veulent acheter ne trouvent pas parfois effectivement à acheter. Alors, le pourquoi, en fait, ce n'est pas le problème de la bourse en soi. Donc, comme je l'ai toujours dit, le problème, en fait, c'est un souci qui doit concerner l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des intervenants dans le marché. Et là, ce qu'on appelle les intermédiaires en opération de bourse ont un rôle, je dirais, éminemment important à jouer dans le drainage de l'épargne, dans l'intéressement, que ce soit du public, que ce soit des entreprises. Dites-moi, est-ce que
on vous a déjà appelé de votre banque pour vous dire, monsieur, il y a des titres qui sont cotés, quand vous avez une épargne, on pourrait la placer. Il n'y a pas. Impossible. Ça, c'est un rôle, et pourtant, c'est le rôle de l'intermédiation financière. Les IOB actuellement ont un rôle à jouer qu'ils ne remplissent pas. Alors, pourquoi? Il faut aussi il faut se dire que quand vous avez un réseau bancaire aussi dense que celui des banques publiques qui sont réparties sur le territoire national, c'est vrai que peut-être le niveau de formation et le niveau d'information n'est pas le même que celui, par exemple, qui se trouverait à Alger ou dans les grandes villes. On a tous entendu parler de personnes qui se sont déplacées dans des agences pour acheter des titres en leur disant « on ne connaît pas, on ne sait pas, on n'en a plus ». C'est comme étant une marchandise qui est stockée. Or que dans le marché des valeurs, comme va préciser M. Rahim, c'est effectivement, on peut acheter et vendre en principe en téléphonant, en utilisant actuellement les outils de communication dans les nouvelles technologies. Donc là, il faut un peu de temps. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, du moins en ce qui me concerne, pour ce qui est de la Bourse d'Alger, je pense que le meilleur moyen déjà, c'est de se rapprocher des opérateurs et de se rapprocher aussi du public. Pourquoi? Parce que sur un marché financier, au niveau de la bourse, vous avez des offreurs de capitaux et vous avez des demandeurs. Donc, nous savons tous qu'il y a un potentiel important de l'épargne en Algérie. Il faut maintenant savoir comment la drainer, comment la ramener. Alors, il y a par exemple certaines choses que le commun des Algériens ne connaît pas, c'est que les revenus au niveau de la bourse sont plus importants que les placements au niveau des banques. On donne un niveau de rémunération, on offre un niveau de rémunération bien plus important que celui qui se trouve au niveau des banques. Mais ça, les gens ne le savent pas. Ils se disent la taille du marché actuel, il y a 4 sociétés, voilà. Donc, nous, on essaye de communiquer. Pour cela, dans ma feuille de route que j'ai tracée, on essayera nous avons déjà organisé, pas plus tard que la semaine passée, une rencontre régionale au niveau d'Oran qui a regroupé un certain nombre d'opérateurs économiques en travaillant avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Oran et les chambres de commerce de l'Oranie. Avoisinante, là. Absolument. Donc, nous avons invité les opérateurs à venir se familiariser avec la bourse. D'accord. Alors, les deux opérateurs privés, Allianz et tout récemment NCR Wiba, apparemment, ça marche bien pour eux pour le moment. Enfin, est-ce qu'à votre avis, on va dire leur place au niveau de la bourse d'Alger aujourd'hui peut attirer d'autres opérateurs privés intéressés par cette aventure? Oui, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que l'opérateur privé, il faut lui dire quels sont les avantages d'une introduction en bourse. Pourquoi il va aller en bourse? Parce que c'est vrai que quelque part aussi, il y a entre guillemets la concurrence du secteur bancaire. Quand vous avez accès à des crédits à taux bonifiés, quand vous avez des facilitations, donc les banques ont une surliquidité importante, mais à un certain moment, il faut savoir que le ratio d'endettement va freiner l'octroi du crédit bancaire. Pourquoi je vous parle d'Alliance Assurance? Parce qu'au début, Oui. le PDG même de cette entreprise avait avoué que lorsqu'il avait décidé d'ouvrir le capital et d'aller en bourse, il n'avait trouvé aucun conseil favorable pour ce choix. Tout le monde lui disait « c'est la plus grosse erreur que vous allez faire ». Il a tout de même franchi le pas et il ne regrette pas aujourd'hui. C'est un peu ça Oui, c'est pour ça que je vous dis, je mets l'accent un peu sur les avantages introduits, c'est-à-dire sans citer d'entreprise, c'est que le marché financier, la bourse, finance ce qu'on appelle le haut du bilan. Donc, quand vous augmentez vos fonds propres, quand vous avez un capital important, ça veut dire que vous êtes bancable, pour utiliser les termes. Donc, le banquier est plus rassuré en ayant en face de lui une entreprise dont le capital est très important, d'une part. D'autre part, en étant listé à la bourse, vous avez de la notoriété, vous êtes connu. Parce que aussi, on va dire, si certains l'appelleront peut-être des contraintes, mais le fait aussi d'aller en bourse
fait peser sur l'entreprise certaines responsabilités. Lesquelles, vous me direz? La responsabilité déjà de la transparence. Ça, c'est important. Parce qu'en allant sur un marché aussi, boursier, en étant listé, en vendant des actions à un public plus large, qu'il soit public, que ce soit des institutionnels ou le simple particuliers, public, les voilà. particuliers, l'actionnaire, il a un droit, c'est le droit d'être informé. Il doit savoir où va cet argent, est-ce que le placement qu'il a fait est intéressant pour lui ou pas, parce qu'il pourrait décider si il estime que le rendement n'est pas présent, de changer ou de vendre ses actions, etc. Donc ça, c'est le marché qui pourrait le lui permettre. Donc, pour l'entreprise, les gains qu'elle pourrait avoir, qui sont des gains quand même assez importants, sont accompagnés aussi de certaines, moi j'appellerais pas ça des contraintes, parce qu'en étant Des contraintes dans un pays où l'informel règne en maître, peut-être. Peut-être, Mais dans c'est un pour ça que j'ai pays- dit les contraintes entre guillemets. Voilà. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'un bon gestionnaire, il me semble, un bon gestionnaire, c'est celui qui a déjà une information fiable et qui communique une information fiable aussi aux tiers. Ça, c'est garanti, que ce soit par le code de commerce ou l'ensemble, le code comptable, etc. Donc, entre l'un et l'autre, la décision revient à l'entreprise de savoir ce qu'elle veut. Et après aussi, peut-être on reparlera plus tard, il y a d'autres avantages, notamment des avantages d'ordre fiscaux, puisqu'actuellement, les distributions de dividendes, etc., tout ce qui est, tous les placements au niveau de la bourse sont exonérés, totalement exonérés, que ce soit de l'IBS pour les entreprises et les personnes morales, que ce soit de l'IRG pour les particuliers. Ça, c'est un élément très, très important. Mais sur ce point aussi, on peut dire qu'on pourrait faire plus. On pourrait faire plus. Mais rassurez-nous, il y a bien évidemment beaucoup plus d'avantages que, entre parenthèses, ce qu'on appelle inconvénients. Absolument. Moi, je vous dis, je ne parle même pas en termes d'inconvénients. Monsieur Slimani a parlé du coût. Il faut savoir que le coût existe dans tous les investissements que vous faites. Il y a un coût qu'on doit supporter. Mais pour vous rassurer, le coût de levée de fonds au niveau de la bourse ne coûte qu'à peu près entre 5 et 6% du montant levé. Après, ça dépend de ce que vous voulez lever comme fonds. Mais 6%, je pense que c'est tout à fait, on va dire, jouable pour l'entreprise. D'accord. Alors, Abdelwahab Brahim, les avantages que vient de citer M. Ben Mouhoub à l'instant, est-ce qu'à votre avis, c'est suffisant ou il faut plus? C'est suffisant. C'est suffisant, il en faut encore plus. Vous savez, la frustration, en fait, de notre place boursière, c'est qu'elle a une capacité, nous sommes dans une économie, et le potentiel économique de ce pays peut faire en sorte à ce que cette place boursière puisse traiter un niveau d'animation qu'on peut estimer à 100 milliards de dollars sans aucun problème. Sauf que la place, je dirais, elle est un peu otage d'un système financier qui est le système des banques. Alors, vous avez cette barrière de corail autour de la bourse qui, elle, voudrait fonctionner, qui, elle, donne des avantages, il n'y a aucun inconvénient à être à la bourse. Au contraire, il y a que des avantages. Parce que la clarté, comme vous avez dit, au contraire, c'est un avantage pour une entreprise. La transparence est un avantage. La notoriété est un avantage. Et surtout, la pérennité de l'entreprise. C'est très important. Mais vous avez cette barrière de corail qui est autour, qu'on appelle les banques. Donc cette bourse, elle est otage des banques. Donc les gens n'arrivent pas à pénétrer, n'arrivent pas à dealer dans la bourse parce que vous avez ces banques qui ne trouvent aucun intérêt à faire ça. Pourquoi? Parce que le gros de leur business vient beaucoup plus du commerce extérieur sur lequel ils font tout leur business, les importations, et la bourse, ça ne représente pas grand-chose pour eux. Donc c'est pour cette raison qu'ils n'y prêtent pas du tout attention. En plus, à l'intérieur, compte tenu qu'il n'y a pas d'acteurs, vous avez les quelques titres qu'il y a, c'est un peu, on est un peu dans les papyrus, quoi. C'est l'État qui achète l'État, donc le marché n'est pas libre. On voudrait que cette place boursière soit totalement libérée de ses contraintes et que
les intermédiaires boursiers peuvent être différents que les banques. Les banques, bien entendu, mais aussi il faut ouvrir de manière à créer cette fluidité entre l'opérateur, entre l'investisseur et la bourse, et qu'on puisse dynamiser cette bourse. Donc vous pointez du doigt principalement les banques aujourd'hui. Je pointe les banques à travers le système. Parce que les banques, notamment dans la mesure où vous avez envie d'y aller et vous avez cette barrière de corail qui vous empêche d'y aller parce que vous avez dans le guichet de la banque qui vous dit on ne sait pas, on n'en a pas ou je ne sais pas, à partir de là, on ne peut pas. D'accord. Donc il est important, vraiment, il est important de libérer la bourse de ces contraintes. Monsieur Slimani, on peut abonder dans le même sens en pointant du doigt les banques? Si vous voulez, c'est la réalité actuellement. Le titre, si vous voulez, le titre n'est pas géré au niveau des banques. Vous rentrez dans une agence, vous demandez, vous voulez acheter un titre, personne ne le connaît, personne n'a quoi que ce soit. C'est ça le gros problème. On a fait des expériences. On a tenté dans plusieurs agences à Alger pour voir justement qu'est-ce qu'il y a pour notre titre d'Ahlé. Là où on va, c'est fermé. Il n'y a pas de titre. Et pourtant, au début, on entendait des gens qui voulaient vendre leur titre. Et maintenant, on ne trouve plus pour acheter, ni pour vendre. Le système n'est pas huilé. C'est une bonne chose, si vous voulez, on commence. Il faut commencer, il y a un début à tout. Mais le souhait, c'est d'y aller quand même un peu plus vite que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. On va vous remercier, Monsieur Slimani, d'avoir assisté avec nous durant cette première partie des Jeudis de l'UNI. Merci. Monsieur Sarrab Larbi qui vient de nous rejoindre sur ce plateau des Jeudis de l'UNI. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'UNI, bien évidemment, mais vous êtes aussi dans la vie commissaire aux comptes et expert judiciaire. Alors, après avoir assisté et écouté un peu les analyses lors de la première partie, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la bourse est un indicateur de performance pour une entreprise? C'est-à-dire qu'une entreprise, lorsqu'elle se place dans un marché boursier, eh bien, ça y va de sa notoriété. Moi, personnellement, ayant suivi le débat, on s'est penché sur les émetteurs. Mais moi, je suis en train de penser aussi à parler des investisseurs, des épargnants. Parce que lorsque une entreprise est introduite en bourse, lorsqu'il y a de l'émission d'actions, l'action, si on la définit, c'est en quelque sorte une fraction, elle représente, c'est un titre représentatif d'une fraction du patrimoine de l'entreprise. Et avant qu'il y ait cette introduction, il y a des préalables et surtout le contrôle de la COSOB. Parce qu'il y a des démarches, il y a le projet de notice qui est établi, cette notice doit être publiée et il y a la COSOB qui doit accorder son visa, donner son visa pour que l'entreprise puisse continuer les démarches et être introduite en bourse. Mais actuellement, quand on parle de l'action représentative du patrimoine. Mais le problème que nous avons actuellement, et un très sérieux problème, c'est en ce qui concerne le système comptable et financier, qui est rentré en vigueur depuis janvier 2010. Le système comptable et financier n'a plus cet objectif de faire ressortir le patrimoine de l'entreprise. Son rôle est juste de donner des informations sur la performance des entreprises et sa capacité à payer des dividendes. Parce qu'il n'y a plus de rapport entre le système comptable et financier et le patrimoine. Par exemple, si vous voyez les textes du système comptable et financier, vous ne trouverez nulle part le concept et les patrimoines. Donc là, qu'est-ce qui va être vendu aux investisseurs? Il y a des actions. Mais ces actions-là, lorsqu'on détermine leur prix, pour le prix d'émission, c'est à partir de la valeur de l'entreprise. Et cette valeur-là, nous la tirons de la comptabilité. D'habitude, c'est à partir de l'actif net et les comptables. Mais maintenant, cet actif net comptable, d'après le système comptable et financier, il est déterminé en prenant en considération les écarts d'évaluation et les écarts années de réévaluation.
Ces éléments qui font partie maintenant des fonds propres, écart d'évaluation et écart de réévaluation, proviennent des règles d'évaluation qui ont été faites dans la comptabilité. Parce que maintenant, les opérations comptables, les enregistrements comptables se font à la juste valeur. C'est-à-dire qu'il y a une appréciation des dirigeants de l'entreprise. Ce n'est plus, comme du temps du plan comptable national, les enregistrements comptables se font au coût historique. C'est-à-dire que nous avons une facture. Cette facture-là, c'est le montant de cette facture-là qui est comptabilisé. Mais actuellement, non. Et ces enregistrements comptables, ces investissements, c'est plutôt ces opérations qui sont comptabilisées à la juste valeur. C'est valable même pour le chiffre d'affaires. C'est-à-dire lorsqu'il y a des factures qui sont établies pour un client, par exemple, supposons qu'il y a un commerçant qui vend une marchandise pour 1 million de dinars. Au moment de l'enregistrement comptable, ce n'est pas 1 million de dinars qui sera comptabilisé. Le dirigeant lui-même, l'entreprise, peut le comptabiliser à 900 000 dinars. Parce que dans l'arrêté d'application du système comptable et financier, même les produits et les charges sont comptabilisés à leur juste valeur. Donc là, avec une comptabilité pareille, moi, je me soucie des garanties qui peuvent être fournies aux investisseurs, aux épargnants. Et là, moi, je sais bien que... Donc vous dites que le nouveau système comptable et financier ne favorise pas l'investisseur à aller en bourse, c'est un peu ça ce que vous voulez dire? Le système comptable et financier ne fournit le nouveau, pas... le tout nouveau. Le nouveau, oui, oui. Il est récent. Oui, oui, ne fournit pas la situation patrimoniale de l'entreprise. D'accord, très bien. Monsieur Belmohoum, est-ce que c'est un aspect qui est pris en considération aujourd'hui au niveau de vous, professionnels du marché boursier? Toutes les introductions dont on parlait depuis tout à l'heure, mais il y a un sous-jacent, c'est la valeur avec laquelle l'entreprise doit rentrer en bourse. Et là se pose la problématique de l'évaluation. L'évaluation qui doit être faite de l'entreprise doit être faite de manière, on va dire, sincère, il faut bien. Mais c'est vrai que l'approche du système comptable actuel n'est plus cette approche patrimoniale. Donc l'évaluation, est-ce qu'on doit la tenir, on doit la faire sur la base du patrimoine de l'entreprise ou sur la base d'autres critères qui est de la juste valeur? Bon, là, c'est aussi un souci, on va dire, pour l'évaluation, mais après, ce n'est pas, je ne pense pas que ça sera un frein en soi qui va limiter l'introduction des entreprises en bourse. Mais c'est vrai que il faut, même l'autorité de marché, puisque c'est elle qui accorde les visas, a mis l'accent sur ce point pour dire que l'évaluation risque de prendre peut-être un peu plus de temps qu'il faudrait. Mais il faut dire aussi qu'une fois que les premières introductions ont été faites, c'est-à-dire qu'on serait quand même capable d'avoir une méthodologie d'évaluation qui serait proche de celles qui sont faites au niveau international. Abdelwahab Brahim, vous souhaitez rebondir? Oui, effectivement, ceci pour la valorisation, pour l'entrée en bourse. Mais une fois qu'on y est dedans, la question ne se pose plus. C'est le marché qui décide. Et le marché, quand on achète des titres en bourse, il faut les acheter à bon escient. C'est une affaire de spécialistes. C'est pas n'importe qui va à la bourse acheter un titre. C'est là où, je dirais, tout l'environnement, les spécialistes, les conseillers interviennent. Et c'est le marché, en fait, qui donne la valeur de l'action. Le patrimoine de l'entreprise, à la limite, importe peu dans la valorisation quand on est sur le marché. Nous avons des grands exemples. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est vendu? Je dirais, c'est le développement de l'entreprise qui est vendu. La valeur, en fait, la valeur de l'action, elle repose sur deux piliers. D'abord, son revenu,
les bénéfices qu'elles rapportent chaque année, ça c'est une chose. Je dirais à la limite, grosso modo, ça peut représenter 50% du prix. Par contre, nous avons l'autre 50%, c'est son développement futur. Et nous avons vu dans certaines bourses, souvent aux États-Unis, moi je vous cite tout simplement Google, ou d'autres, qui ne rapportent absolument rien du tout. Ça ne rapporte rien, ça rapporte zéro, mais sa valorisation, elle est faite sur les perspectives de développement. Et l'action, elle augmente bien qu'il n'y a pas de dividende. Parce que les gens pensent, le marché pense, que cette société-là, dès qu'elle atteint un certain seuil, elle va commencer à rapporter de l'argent. Donc, le marché, en fait, la valorisation de l'actif de l'entreprise, au départ, ça peut causer effectivement, il y a une discussion, mais une fois que c'est à l'intérieur du marché, après, c'est fini, c'est le marché qui décide. D'accord. Alors, je reste avec vous. J'aimerais poser cette question à présent. Lorsqu'on a un marché boursier actif, Oui. On est une entreprise privée, on est coté en bourse, on ouvre son capital sur le plan international. Ça donne une notoriété qui est confortable, rassurez-moi. C'est-à-dire que demain après-demain, vous souhaitez signer des partenariats avec des groupes internationaux, le fait que vous soyez coté en bourse, le fait que vous soyez dans cette place boursière, ça vous donne beaucoup d'avantages et une notoriété qui va énormément vous rendre service. Totalement. Parce que vous êtes coté en bourse, ça veut dire que vous êtes une société standardisée. Votre système de gestion, ce n'est pas un système de gestion aléatoire. C'est une gestion, il répond à des, je dirais à des critères normaux, standards, à travers la planète. L'économie a un seul standard à travers la planète, ça veut dire que vous êtes crédible. Tout ce que vous avancez, effectivement, parce que ce que vous pouvez avancer, vous avez tous les analystes financiers de la place qui sont là à regarder la véracité ou à donner leur avis sur le niveau comment on appelle ça, De performance. De performance. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui sur les places boursières parisiennes, New York, etc. Vous avez des experts, vous avez des bulletins qui se font sur des titres. Souvent, les experts ne sont pas d'accord pour autant, mais c'est toujours le marché qui tranche. D'accord. Monsieur Belmourou, vous pouvez aujourd'hui vendre les mérites de cet avantage à l'international? Absolument. Alors, il y a un cas d'une société privée, petite et moyenne entreprise, puisqu'il y a maintenant un compartiment PME au niveau de la bourse d'Alger, qui n'est pas encore introduite, mais dès qu'elle a émis le vœu donc, de s'introduire en bourse, ça c'est les paroles de la direction elle-même, donc immédiatement, il y a eu des offres de partenariat émanant de l'étranger, de l'intérieur du pays, etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le fait d'aller en bourse, cela veut dire que vous êtes une société allez, disons-le, sérieuse. Sur tous les plans. Transparente. Vous fonctionnez sur des bases universelles. Donc, l'investisseur n'a pas de soucis, de grands soucis à se faire. Bien après, comme vient de préciser M. Rahim, c'est qu'une fois sur le marché, c'est le marché lui-même après qui détermine la vraie valeur de l'action. Mmh. Et je rebondis sur cette question pour dire que la bourse pourrait régler un certain nombre de problèmes, notamment de succession. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème de succession au niveau des entreprises privées, la problématique de la valorisation du patrimoine, pour revenir encore au patrimoine, reste posée. Par contre, si vous êtes sur le marché, vous êtes listé, eh ben, la valeur de l'entreprise, c'est la valeur que donne le marché, tout simplement. Et côté tous les jours, à n'importe quel moment. Mmh. Donc ça aussi, ça facilite la transmission du patrimoine, enfin des entreprises. Ça permet de garder l'entreprise pendant très longtemps. D'ailleurs, statistiquement, et je vais m'en arrêter ici, par exemple, pour ce qui est des petites et moyennes entreprises, parce que c'est aussi un potentiel important, 50% des entreprises qui sont créées disparaissent au bout des 5 années qui viennent. Pourquoi? Parce que tous ces problèmes de transmission, tous ces problèmes de valorisation ne le sont pas. Par contre, les sociétés qui sont introduites en bourse, elles ont une durée de vie beaucoup plus importante. Beaucoup plus pérenne. Beaucoup plus pérenne,
Absolument. D'accord. Alors, question d'abord de mademoiselle Bedjaoui, qui est membre de l'UNI. Allez-y. Je voudrais juste rebondir sur les propos de M. Benmouhoub à partir d'un sondage que nous avons fait. Donc, ce sondage révèle que 70% des gens, donc vraiment, ils ne croient pas que l'introduction des entreprises privées en bourse va donner une seconde vie, va redynamiser celle-ci. Donc, comment exprimez-vous cela, M. Benmouhoub? Et comment y remédier concrètement donc, sur un marché algérien? Parce qu'on sait vraiment que la bourse dans le monde entier, c'est un marché très promoteur. Mais ici en Algérie, comment vraiment comptez-vous y remédier? Merci. Je vous remercie pour la question. Alors, je pense qu'il fallait poser la question à ceux qui ont dit, ceux qui ont émis ces réserves, parce que c'est eux qui connaissent. Mais pour vous dire que je comprends quelque part la réticence des investisseurs. Pourquoi? Parce que il y a quand même un certain nombre d'années, on a voulu redynamiser la bourse. Beaucoup d'actions ont été menées, mais après, elles n'ont pas été concrétisées. À un certain moment, c'est normal, les gens commencent à se lasser, à n'y croire. Mais là, je pense que le potentiel actuel, je ne sais pas sur quel échantillon vous avez fait votre sondage, mais le potentiel actuel risque de nous étonner nous-mêmes. C'est-à-dire que les potentialités existantes, en réalité, on n'est même pas en mesure de les chiffrer, c'est clair. Parce que la thésaurisation déjà est importante, parce que l'informel est là, mais quand vous donnez des produits, ça aussi c'est un élément important, c'est-à-dire qu'actuellement le marché n'offre pas une multitude de produits de placement. Là, il faut aller dans l'innovation financière. Pour vous citer un exemple, en Europe par exemple, pour avoir visité Euronext Paris, ils ont 700 chercheurs qui travaillent dans l'innovation financière. C'est-à-dire qu'ils sont en perpétuelle recherche de nouveaux produits qui pourront intéresser l'investisseur. Parce que si vous focalisez sur un seul placement, à un certain moment, c'est vrai que ça devient, on va dire, ce n'est plus intéressant. Mais il faut donner d'autres moyens de placement. Il faut intéresser les gens d'une manière ou d'une autre. Donc il faut aussi investir dans la recherche, dans l'innovation financière. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas uniquement un problème de la bourse, mais il faut élargir le spectre au niveau de tout l'écosystème. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien. D'autres questions? Oui. Bonjour, Khadi Hassan, directeur de Maghreb Émergent, journal électronique spécialisé en économie. Moi, je voulais revenir sur cette question de la barrière de corail qui entoure la bourse d'Alger. Et il y a des expressions assez fortes qui ont été dites ici, notamment par M. Rahim, sur la prise en otage de la bourse d'Alger. Alors, il y a un tournant important qui a été raté, à mon avis, en 2011, lorsque Allianz, premier titre privé, est arrivé sur la... Et contrairement à ce qu'il a été dit ici, Allianz n'est pas satisfait de ce qui est arrivé. Et c'est aussi le cas aujourd'hui de NCA. Les responsables de ces boîtes n'ont pas dit que si c'était à refaire, ils ne referaient pas ça, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits parce que leur titre n'est pas liquide. Les épargnants qui ont acheté du titre NCA et qui ont acheté du titre Allianz n'arrivent pas, lorsqu'ils veulent les récupérer, n'arrivent pas à le faire. Et c'est le cas aussi, M. Rahim l'a dit, pour le titre obligataire, c'est aussi une valeur qui doit s'échanger tous les jours sur la bourse d'Alger. Alors, dans les recommandations dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit, M. Benmouhoub, que vous étiez dans la phase de la mise en œuvre des recommandations. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Parce que c'est le problème numéro un. Il faut qu'il y ait des titres qui s'échangent tous les jours sur la bourse d'Alger. Il faut qu'il y ait de la variation de valeur. Il faut que lorsqu'on va le matin sur la cotation, on trouve de la variation de valeur. Ça n'existe pas. Alors, il y a des experts algériens qui ont dit qu'il faut que l'État prenne en charge cette initiative de réguler, d'assurer la liquidité du marché, au-delà des contrats de liquidité d'une année, etc., de l'assurer. C'est-à-dire qu'il y ait des organismes publics dont la fonction est d'acheter et de vendre, de sorte à amener d'autres acteurs à acheter et à vendre sur ce marché-là. Et est-ce que cette recommandation existe? Est-ce que vous, en tant que société des valeurs mobilières de la Bourse d'Alger, vous avez un rôle à jouer de ce point de vue-là? Et comment ça va se passer? Parce que même avec les entreprises publiques qui vont rentrer, c'est une bonne nouvelle pour la Bourse d'Alger.
Mais si on a déjà l'Oraci qui est coté, on a déjà Saïdal qui est coté. Mais si la variation n'est toujours pas là, si la liquidité n'est toujours pas là, je pense on ratera encore un deuxième tournant. Donc, selon vous, c'est le principal chantier, le plus urgent en tous les cas, pour Du régler point de ce vue problème. de ceux qui sont déjà sur la bourse d'Alger, M. Rahim est déjà sur la bourse d'Alger. Très bien. Voilà. Alors, M. Benmourou. Oui, je l'avais dit, j'avais précisé tout au départ qu'il y a un problème de liquidité. Mais il faut dire aussi que la problématique de liquidité n'est pas propre à l'Algérie. C'est quelque chose qui existe dans tous les marchés financiers. C'est-à-dire le risque d'illiquidité du marché est toujours présente. C'est vrai que chez nous, cette problématique plombe le marché, si vous voulez. Alors, si on peut schématiser, ça veut dire quoi? Dès que j'achète l'action, La liquidité je suis condamné à la garder éternellement, je ne peux plus la revendre. Expliquez-nous. La liquidité, c'est que logiquement, quand vous achetez un titre, vous êtes en mesure De le revendre. de le revendre à n'importe quel moment. Voilà. C'est ça Voilà. la liquidité. Et actuellement, en Algérie, comment ça se passe? Actuellement, quand vous avez il y a beaucoup de titres qui n'arrivent pas, qui ne trouvent pas preneur. Il y a ceux qui veulent vendre, qui n'arrivent pas à vendre. Il y a ceux qui veulent acheter, parfois ils ne trouvent pas de titre à acheter. Alors, la solution, L'intermédiaire dans tout cela. c'est les banques. Très bien. Ce que disait tout à l'heure cette barrière de corail, pour reprendre l'expression. Donc les banques doivent jouer un rôle. Mais il ne faut pas aussi faire peser disons, l'ensemble du problème sur les IOB, parce que les intermédiaires en banque actuellement, ce sont en grande partie, les entreprises publiques, les banques publiques. On vient d'agréer, la COSOP vient d'agréer récemment BNP Paribas et Société Générale en tant qu'intermédiaire en opération de bourse. Et aussi, il y a le visa qui a été donné à 2 promoteurs en bourse aussi, donc pour l'accompagnement notamment des petites et moyennes entreprises. Donc pour ce qui est de cette problématique de liquidité, il y a des solutions. C'est vrai que la solution de redynamiser le marché, ce n'est pas uniquement d'introduire les entreprises. Mais ça, c'est la partie visible. Après, il y a tout l'arsenal qui doit venir après. C'est un arsenal d'accompagnement, si on peut l'appeler ainsi. Comment? Il y a des pistes de réflexion actuellement qui sont en train d'être étudiées. Il faut créer de l'animation à travers notamment, ça pourrait être donner, par exemple, un capital à l'IOB et lui laisser la possibilité de s'en servir avec un plafonnement qui pourrait lui permettre... Alors, cette volonté, justement, cette volonté politique oui. d'introduire les entreprises, apparemment, on la voit, Oui. mais cette volonté d'animer le marché, est-ce qu'elle existe? Alors, la volonté d'animer le marché, ce n'est pas par une simple déclaration. C'est toute une procédure à mettre en place. Donc, il y a une réglementation à mettre en place, à revoir, etc. Et ça prend effectivement du temps, mais il faut préciser une chose, c'est que l'ensemble des institutions de marché ont un souci, qui est le souci le plus important, c'est la protection aussi de l'investisseur. Parce qu'un marché, si vous avez des demandeurs de capitaux et que les investisseurs ne sont pas protégés, eh bien, ça aussi, vous n'irez pas loin. Et sur cette question, il y a des pistes, comme je l'ai précisé, qui pourraient éventuellement, par exemple, je vous cite le cas de la création d'un fonds de garantie qui pourrait prémunir les petits investisseurs, les petits porteurs, d'un risque de marché, parce qu'il faut huiler la machine dans un premier temps, et puis plus tard, laisser un peu les choses, laisser au marché de décider. Pour ce qui est donc de ces mesures-là, elles sont à l'étude, et on attendra donc les choix qui seront pris par les pouvoirs publics, parce que ça reste effectivement une décision des pouvoirs publics qui pourrait garantir cela. Alors, Abdelwahab Brahim, vous avez parlé de corail, monsieur a parlé d'iceberg, donc c'est la partie invisible, cette animation du marché. En fait, il y a un problème à la base. C'est là la genèse, je dirais, de la problématique tout entière. C'est la masse monétaire. La masse monétaire n'est pas détenue par des entreprises capables de venir opérer sur la bourse. Pourquoi?
parce que le système de crédit ne fonctionnant pas, les entreprises puisent de la trésorerie et du crédit, donc ils ont d'autres impératifs de développement direct. Or, que toute cette masse monétaire, elle est partagée, je dirais, entre deux acteurs. L'informel, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qu'ils ont, mais ils ont une masse énorme, et les banques d'État. Donc, du coup, qui viendrait opérer en bourse? Où est la monnaie? La monnaie, elle est détenue par deux acteurs qui ne sont nullement intéressés ou qui ne sont pas intéressés en tous les cas par le marché boursier. Les banques d'État et l'informel. Les entreprises capables d'aller en bourse et ou les investisseurs capables d'aller acheter, ils sont totalement asséchés par manque de crédit. Donc, nous avons de l'argent, plus que ce qu'il en faut, à la limite, c'est vraiment le trou noir qui est l'informel. Donc, ce n'est pas l'informel qui va venir investir en bourse. On aurait même espéré éventuellement ça. Et les banques qui sont en éternelle surliquidité. Donc finalement, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Deux avec situations diamétralement opposées sur le marché financier. Absolument, et vous avez une bourse en otage de tout ce système. Et quand on veut faire quelque chose, quand on veut donner l'impression que ça fonctionne, alors, qui sont les opérateurs, en fait, aujourd'hui, qui détiennent ces actions? Je ne me trompe pas, grosso modo, à 90%, c'est l'État. En fait, c'est l'État qui détient l'État. Et c'est l'étroitesse de ce marché-là qui ne permet pas, effectivement, aux gens de rentrer en bourse. Au contraire, ce marché, il faut le libérer. Il faut permettre aux acteurs d'avoir je dirais, les liquidités nécessaires pour pouvoir aller en bourse. Or que nous, créateurs de richesses, on n'a jamais suffisamment de liquidités parce que le levier bancaire sur lequel on doit s'appuyer pour assurer notre développement ne répond pas. Qu'est-ce que nous faisons? Nous consacrons la quasi-totalité de nos revenus et de nos liquidités à notre développement de tous les jours. Sinon, ça nous aurait autrement intéressé d'aller investir en bourse. Et c'est là le vrai problème encore. D'accord. Monsieur Salah? Oui, moi je voudrais revenir surtout sur la sécurité des épargnants, mais cette fois-ci, pas du point de vue patrimoine, action, mais maintenant du point de vue dividende. Parce que ceux qui achètent des actions, ils sont intéressés par les dividendes. Et je reviens toujours au système comptable et financier. Le résultat qui est distribuable, il peut varier en fonction des variables que nous prenons en considération pour évaluer des opérations comptables. En ce qui concerne, par exemple, les immobilisations. Les immobilisations peuvent faire l'objet de réévaluation de chaque année. Et suivant la méthode comptable aussi qui est adoptée, on peut avoir tel résultat ou tel autre résultat. Alors là, s'il y a des spécialistes qui peuvent conseiller les investisseurs, ça peut être aussi une source de contestation. Parce que suivant la méthode comptable qui est adoptée, nous avons un résultat bénéficiaire qui est différent, où les associés peuvent contester. Voilà, moi, si j'ai tel dividende qui m'a été versé cette année-là, c'est parce qu'il y a eu telle méthode comptable qui a été appliquée, parce que telle réévaluation qui a été faite, parce qu'il y a eu tel changement, et surtout pour le résultat comptable. Il y a aussi des éléments comme par exemple pour les impôts différés. Donc, nous devons déterminer un résultat comptable qui doit faire l'objet d'une répartition entre les associés. L'impôt différé, aujourd'hui nous sommes en 2013. Nous devons faire des évaluations de l'impôt qui pourrait être payé peut-être dans 10 ans ou bien dans 20 ans.
et le calcul des trucs. Et cette évaluation, c'est suivant les éléments qui peuvent être pris en compte par l'entreprise elle-même. Donc là, je reviens toujours, elle va revenir pour sécuriser les épargnants, se pencher surtout sur ce système comptable financier qui n'est pas fait pour Alors, pour un marché vous parlez boursier. des dividendes, des épargnants. Comment justement les attirer à animer ce marché? Parce qu'ils ont un rôle à jouer, un rôle important à jouer finalement. Justement, se pencher sur la réglementation. Malheureusement, nous sommes l'Algérie est caractérisée par cette instabilité juridique, cette réglementation qui est contradictoire. Par exemple, le SCF n'est pas conforme aux prescriptions du Code de commerce, ni aux prescriptions du Code civil. Le SCF, nous avons des opérations, on peut comptabiliser des opérations sans qu'il y ait eu le transfert de propriété. Alors que dans le Code de commerce, dans son article 10 bis, l'objectif de la comptabilité, c'est de suivre l'évolution du patrimoine. Parce que le SCF, son rôle n'est que d'informer les éventuels investisseurs. Mais il n'est pas fait pour déterminer d'une manière correcte et juste les bénéfices à distribuer. Donc là, si les investisseurs se rendent compte de cet élément-là, qui pourrait se pencher, aller à la bourse et acheter des... Alors, M. Ben Mouhoub, vous prévoyez un plan marketing, média en direction des entreprises afin de les attirer vers le marché boursier. Est-ce que vous prévoyez un autre plan en direction des épargnants? Ceux qui vont alimenter ce marché, Oui, ceux qui absolument. vont acheter des actions. Comme je l'ai précisé au départ, c'est que dans notre plan d'action, il est plus communication. Pourquoi? Parce que on remarque cette méconnaissance du système boursier en général. Du fonctionnement. Du fonctionnement. Mhm. Donc, il y a une partie qui est réservée pour les opérateurs, parce que l'approche est différente de celle d'un investisseur, donc apporteur de capitaux, à travers, comme je l'ai dit, des regroupements, enfin des séminaires régionaux. Donc, on vient de terminer le premier. Le prochain, à partir de 2014, Inch'Allah, on fera d'autres rencontres, des séminaires avec les opérateurs au niveau de l'Est du pays, du centre et du Sud. L'Ouest étant ayant déjà été touchés. Mais ce n'est pas les uniques actions qui sont prévues. Nous prévoyons également des portes ouvertes. Portes ouvertes pour le simple public, pour les étudiants, pour la presse, des rencontres avec les journalistes, pour les imprégner un peu de cette culture boursière, pour qu'ils puissent transmettre notamment la bonne information, parce que là, vous savez, au niveau de la bourse, le rôle de l'information est primordial, parce que l'investisseur, il a besoin de cette information à tout moment. C'est-à-dire que, comme on le voit à travers le monde, qu'on pourrait considérer un simple événement peut chambouler carrément le système boursier. Un bégaiement peut changer la valeur d'une entreprise. Absolument. Même pas une information. Absolument. Donc ça, c'est important. Et des rencontres également sont prévues avec les conseils de l'ordre, des experts comptables, des commissaires aux comptes, avec les avocats aussi, parce que tout ça, c'est un plan qui... Donc toutes les sphères concernées directement ou indirectement par le marché boursier. On prépare tout ce monde et on l'invite à s'imprégner de cette culture boursière. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, les entreprises publiques ne donnent pas suffisamment l'exemple de cette introduction en bourse? On parle du privé, bon, c'est une volonté qui est personnelle au privé, mais est-ce qu'aujourd'hui, le public ne donne pas suffisamment l'exemple? Saïd El-Rassi, c'est vraiment rien par rapport au nombre d'entreprises publiques qui existent. Parce que le gestionnaire public a des contraintes qui sont différentes de celles du gestionnaire privé. Mhm. Quand vous êtes dans le public, vous gérez l'argent de l'État, donc c'est les deniers publics. Par conséquent, en termes de gestion, vous devez être un peu plus regardant
quoique le privé l'est aussi, hein, c'est clair. Mais en termes de décision d'entrée ou de C'est beaucoup ou plus non lourd. de la bourse, c'est plus lourd parce qu'il s'agit d'un capital qui est détenu par l'État et ce n'est que l'État qui pourrait donner ce feu vert. D'accord. Je reste avec vous pour parler maintenant des conditions d'entrée en bourse. Je crois savoir qu'il y a un objectif d'allègement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas? Parce que si c'est toujours une tente de paperasse pour essayer avec la bureaucratie. Oui, alors, pour cela, il faut dire qu'en termes d'allègement, il y a beaucoup de choses ont été faites. Il y a un réaménagement déjà du marché. Comment? C'est qu'à la fin de 2012, il y a eu la création d'un marché dédié à la petite et moyenne entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que dans les conditions qui existaient auparavant, les petites et moyennes entreprises, qui, elles, ont plus de potentiel à se développer, ne pouvaient pas y accéder parce que les conditions d'accès étaient plus contraignantes. Donc la création, il y a actuellement le marché principal, donc, qui reçoit, si vous voulez, les grosses entreprises. Et vous avez le marché de la petite et moyenne entreprise qui peut accueillir les autres sociétés et dont les conditions d'accès ont été vraiment facilitées. Je citerai l'exemple déjà du capital, par exemple. Le capital a été revu à la baisse. L'obligation, par exemple, d'avoir un résultat bénéficiaire qui est une condition dans le marché, pour l'accès au marché principal, ne l'est pas pour le marché de la petite et moyenne entreprise. Donc, il y a ce type de facilitation qui ont été mises en place. Et là, je saisis l'occasion pour préciser que le rôle de ce qu'on appelle les promoteurs en bourse, qui ont été agréés récemment par l'autorité de marché, ont un rôle très très important à jouer dans l'accompagnement de la petite et moyenne entreprise. Et sur ce point précis, nous-mêmes, c'est-à-dire au niveau de la bourse, nous avons entrepris des démarches. Ces promoteurs sont opérationnels ou pas encore? Ils viennent d'avoir leur visa très, très récemment. Donc, 2014, ils seront opérationnels sur le terrain? On peut dire qu'ils sont opérationnels à partir de 2013, mais 2014, il faut qu'ils aient l'autorisation définitive d'activer en tant que tel. Donc, pour revenir à ce cas de la petite et moyenne entreprise, nous avons entamé des démarches avec l'ANDPME, l'Agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise, qui est chargée de la mise à niveau des sociétés, etc., avec laquelle on envisage de signer une convention avec la bourse pour nous permettre en fait de nous insérer dans ce plan de mise à niveau pour que la donne bourse, marché financier, soit omniprésente. Et là, on ouvre des portes en termes de financement pour les opérateurs qui sont jusque-là méconnus. Voilà. Alors, Abdelbrahim, aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir qu'il y ait un allègement des conditions d'entrée en bourse. Ah, totalement. Totalement, parce que pour l'entreprise, que ce soit petite ou grande, c'est à travers la bourse qu'elle pourra assurer sa pérennité et son développement. Mais pour revenir effectivement à votre question, que l'État doit montrer l'exemple, ça serait bien, je dirais, de voir coter au moins 20% de son attraque à la bourse d'Alger. Voilà, j'allais vous dire son attraque. On verra, ça fera énormément de bien que ça soit sur un plan de la transparence, sur un plan de la gestion, etc. Voilà un grand signe, effectivement. Et là, je dirais, tout le monde y croira, bien entendu. Pour son attraque, vous allez me dire que c'est beaucoup plus compliqué? Vous savez, quand les sociétés, vous savez que le budget, les ressources financières du pays proviennent de l'activité hydrocarbures, on comprend un peu peut-être la réticence, cette réticence d'introduire son attraque en bourse. Mais il ne faut pas oublier que son attraque a levé des fonds à travers un emprunt obligataire à un certain moment, et ça a donné, il y avait un engouement, quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire en une semaine, on avait déjà écoulé la totalité de ce qui a été déjà proposé à la vente. Donc il fallait plus. Donc il fallait prévoir plus d'obligations. Tout ça en raison de la performance de l'entreprise. C'est clair, c'est pour ça que j'ai dit le choix des entreprises publiques qui doivent entrer en bourse
ça doit être des entreprises Super champion. super champions. Voilà. Donc, ce sont des locomotives qui vont tirer le marché. Très bien. Bien entendu, en gardant toujours à l'esprit qu'il y a, comme j'ai dit, des dispositifs qui pourront permettre ensuite la liquidité du marché, etc. Donc ça, on ne l'oublie pas quand même. Alors, une autre question. Oui. Oui, puisqu'on on en était à évoquer les mesures spectaculaires qui peuvent tirer la bourse d'argent, la faire démarrer en fait. Tout à l'heure, vous avez évoqué Euronext. Et ce sont chercheurs sur les produits innovants, ça fait rêver. À Alger, quand on lance de nouveaux services, souvent on fait des partenariats avec des entreprises étrangères. L'aéroport d'Alger est géré par ADP, le métro d'Alger est géré par l'entreprise qui le gère à Paris. Est-ce qu'on ne peut pas envisager un rapprochement entre la bourse d'Alger et Euronext parce que quand on évoque tout ce qu'il y a lieu de faire et tout le gap qui a été accumulé, on n'a pas le sentiment que ça va décoller tout de suite et il y a un retard trop important pour qu'il puisse être comblé tout de suite. Est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi de confier en partie, dans un partenariat, l'émergence de la place d'Alger à une grande enseigne mondiale de la bourse? Alors, sur ce point précis, il faut savoir que nous avons un protocole d'accord qui a été validé, etc., donc qui sera signé, Inch'Allah, durant 2014. On fera en sorte qu'il le soit durant le premier trimestre 2014. Donc, il va y avoir un protocole d'accord entre la Bourse d'Alger, la SGBV, et Paris Euronext. Et dans ce protocole-là, il va y avoir en gros 3 axes de coopération qui seront donc déjà bénéficier de l'expertise, parce que c'est un marché qui est très développé, qui détient une expertise avérée dans ce domaine-là. Donc on va les associer, on va travailler ensemble pour essayer donc de gagner du temps par rapport au marché algérien. Il va y avoir aussi donc un axe concernant la formation, c'est important aussi. Donc la formation non seulement du personnel technique de la Bourse d'Alger, mais aussi la formation de ce qu'on appelle les acteurs de l'écosystème. Parce que les analystes financiers, les auditeurs, etc., c'est-à-dire le démarrage de la bourse va sensiblement réformer tous ces métiers, parce qu'il va y avoir une approche totalement différente. Si j'ai envie d'acheter ou de vendre, il faut que je m'appuie sur des informations fiables. Qui pourrait me les donner? Ça serait l'analyste financier qui pourrait me donner ces informations-là. Donc, il y a effectivement un projet de signature d'un protocole d'accord qui se fera, Inch'Allah, en 2014. Premier trimestre, semestre? On a prévu premier trimestre 2014 et on essaiera de le faire le plus tôt possible. Pour nous, c'est très important. Une autre question également? Oui, j'ai suivi un peu les interventions des uns et des autres. Je déduis que des problèmes persistent toujours au niveau de la bourse d'Alger. Excusez-moi l'expression, pour la bourse d'Alger, on a placé toujours la charrue avant les bœufs. Donc, on a annoncé grande pompe la création de la bourse d'Alger, mais on n'a jamais pu maîtriser un peu ces mécanismes et ces outils. Donc, ce qui me pousse à dire quand même, il y a ce qui a provoqué en fait cette léthargie depuis une dizaine d'années. Mais je pose quand même la question, il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc il y a une relance maintenant. Donc je pose la question, c'est que l'un des épineux problèmes auxquels a toujours fait face d'ailleurs la Bourse d'Alger, c'est que pour attirer le secteur privé, c'est que la plupart des entreprises privées sont familiales. Or, l'une des conditions pour s'introduire en bourse, c'est la transparence. Maintenant, les entreprises familiales, ils n'aiment pas un peu que leur bilan soit divulgué, donc c'est un problème. Comment vous allez prendre en charge un peu cette problématique? Voilà. Très bien. C'est ma première question. Il vaut mieux la poser maintenant, la deuxième, comme ça on... En fait, je pense que la Bourse d'Alger, donc le programme de relance, c'est 50 entreprises à introduire d'ici à 5 ans, je crois. Donc pour l'introduction, donc déjà pour l'évaluation, ça prend du temps. Donc l'audit des comptes, etc., ça prend au moins une dizaine d'années.
Est-ce que vous serez dans les délais d'ici à 5 ans? Introduire 50 entreprises. Merci. Très bien. Je vous remercie pour vos questions. D'abord, l'entreprise familiale, la mentalité algérienne. Je dis, pour ce qui est effectivement, c'est une réalité du terrain. La majorité des entreprises, pour ne pas dire privées, sont toutes des entités familiales. Après, mais j'ai dit que l'introduction en bourse s'accompagne de certains préalables. C'est-à-dire que, pour moi, dans mon raisonnement, même les entreprises, il y a des entreprises familiales, comme vous le dites, mais qui sont très performantes, qui sont en relation avec l'étranger, donc qui ont internationalisé leurs activités. C'est-à-dire qu'en soi, ça ne pose pas de problème dans le développement, mais à un certain moment, il faut que ces gestionnaires, enfin, le management de l'entreprise, il faut qu'il évolue. Il faut qu'on aille vers un management de qualité qui pourrait accepter, d'ailleurs, les conditions d'ouverture du capital, puisqu'on en parle. On ne demande pas à une société qui veut s'introduire en bourse d'ouvrir à 100% son capital. Il y a un minimum qu'on demande. C'est actuellement pour le marché principal, c'est 20%. Pour le marché de la PME, on demande minimum 10%. Donc, 20% même pour les entreprises qui s'apprêtent à entrer. Hein. Oui, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est-à-dire, si vous voulez ouvrir plus, c'est à vous la décision vous revient. Mais sinon, pour accéder au marché, il faut ouvrir au minimum 20% pour le marché principal, les grosses sociétés, et 10% pour la petite et moyenne entreprise. Donc, à ce niveau-là, je pense que là, c'est notre rôle aussi d'aller, donc de communiquer, de convaincre le management pour dire, écoutez, ça ne veut pas dire que vous perdez le contrôle de votre entreprise. Bien au contraire. Et en parlant de transparence, donc la communication d'informations financières, c'est quelque chose qui, on ne divulgue pas tout, en fait. Il y a certaines informations, donc c'est une obligation légale, que l'entreprise, tous les trimestres, donne des informations. C'est stratégique, vous allez me dire. C'est stratégique. Il faudrait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que l'investisseur puisse prendre des décisions en toute connaissance de cause. Je ne peux pas acheter une société ou acheter des actions ou prendre des parts dans une société qui n'est pas viable. Donc il faut que j'ai les informations, et les informations ne peuvent provenir que des documents comptables et financiers. D'accord. Alors sur le deuxième aspect de la question, 50 entreprises comme objectif dans les 5 prochaines années, est-ce que ce n'est pas démesuré ? Alors, sur ce point précis, je vous avais dit tout à fait au démarrage, tout à fait au début de cette émission, qu'il y a un programme donc, de relance qui a été établi. Et les informations de 50 entreprises avec une capitalisation de l'ordre de 10 milliards de dollars à l'horizon donc, des 5 années à venir a été estimée par donc, des experts, aussi bien des experts internationaux que des experts nationaux. Donc c'est dans le cadre de ce programme de relance. Mais maintenant, en revenant à votre question aussi, la sous-jacente de l'évaluation, l'évaluation, non, elle ne peut pas prendre, ce n'est pas 10 ou 20 ans d'évaluation. Quand vous avez des sociétés de taille moyenne, l'évaluation pourrait prendre peut-être 5 mois, 6 mois, voire une année. Tout simplement. Mais je vous dis encore une fois, l'accès à la bourse, pour moi, ce n'est que pour les sociétés qui réellement ont un potentiel ou là, qui aspirent à se développer, à rester à un standing demandé, de grandes sociétés, de grandes entreprises, etc. Après, pour le reste, ce sont des entreprises qui ne veulent pas paraître ou autre. Ça, c'est une décision qui est prise par le management de la société. D'accord. Sur cela, nous n'avons pas d'emprise. Alors, pour ce qui est du délai de traitement de la COSOB, donc l'organisme, la commission qui donne ce visa, je crois savoir que ça prend du temps et ça pose un peu problème. Parce que, par exemple, pour les entreprises là qu'on vient de citer, les 6 nouvelles, ça risque de prendre une année. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez sur la période d'évaluation du dossier? Alors, la période d'évaluation, dans le processus, il faut d'abord prendre en considération l'évaluation qui est faite par l'entreprise elle-même. Et puis après, le visa qui intervient, qui est donné par l'autorité de marché,
pour donner son visa, il faudrait qu'elle-même, elle s'assure que l'évaluation qui a été faite, on va dire, est raisonnable. C'est normal, parce qu'il s'agit après d'informations qui influeraient sur le marché lui-même. Donc, peut-être dans un premier temps, étant dans un contexte nouveau, je le dirais, peut-être que les opérations pourraient prendre probablement au niveau de la COSOB, je dirais peut-être 3 à 4 mois selon les dires. Donc c'est un peu exagéré, un an? Non, un an, je pense que c'est un peu exagéré. exagéré. Après, je vous dis, ça dépendra aussi de la qualité des entreprises qui vont s'introduire. Quand vous avez une société qui déjà a une comptabilité déjà transparente, qui est bien faite, l'évaluation est déjà faite, etc., je pense que ça peut se faire assez rapidement. D'accord. Et puis après, bien sûr, il faudra revoir bien sûr les délais. Et il faut tenir compte aussi d'un autre aspect, c'est qu'une fois que la vitesse de croisière aura été atteinte, sûrement les entreprises qui souhaiteraient s'introduire doivent attendre. Ça va être une liste d'attente à chacun. Donc. D'accord. Voilà. Alors, Abdullah Brahim, vous avez tenté l'expérience de l'emprunt obligataire, grand public. Je crois savoir que vous étiez d'ailleurs le premier privé à avoir tenté l'expérience en 2009. Les résultats n'ont pas été ce que vous attendez. À quoi imputez-vous cette situation avec un peu de recul maintenant, 4 ans plus tard? Avant de vous répondre à cette question, je voudrais rebondir un peu sur ce que vous disiez. Et la question de notre ami journaliste. Il ne faut pas confondre les entreprises ici. Vous avez 3 types d'entreprises. Vous avez les entreprises étatiques, vous avez les entreprises familiales et vous avez les entreprises, vous avez le marché informel. Je voulais vous dire que les entreprises familiales, elles font leur bilan, elles déposent leur bilan et c'est de notoriété publique. Donc les entreprises familiales, elles n'ont absolument rien à cacher sur ce plan-là. Par contre, c'est le système de gestion, de prise de décision. Quand on rentre à la bourse, il faut qu'il y ait un système de gestion standardisé, universel. C'est ça un peu qui peut effectivement gêner les décideurs parce que le patron, il est chez lui, il est maître chez lui et en allant à la bourse, il faut qu'il rende des comptes pratiquement tous les 3 mois, sinon tous les 6 mois. Donc des bilans, il faut des équipes derrière pour pouvoir tirer des bilans, par exemple, tous les 6 mois. Et ça, c'est des habitudes beaucoup plus. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne le développement des 50 entreprises qui vont être mises à la bourse, en fait, ce n'est pas tellement les délais. Le vrai problème derrière, c'est la capitalisation. Quand les entreprises vont arriver sur le marché, en fait, la monnaie, qui a la monnaie pour pouvoir investir? Et on va se retrouver exactement avec le même acteur, toujours l'État derrière. L'État à travers ses banques. Il n'y a que les banques qui détiennent la monnaie. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème de répartition de la masse monétaire, le marché ne pourra pas fonctionner. Et c'est la même problématique qui se trouve, maintenant pour vous répondre à votre question, au moment où nous avons lancé l'emprunt obligataire, oui, mais le peu d'acteurs sur un plan privé, ils ont participé, mais les acteurs institutionnels, qui est l'acteur institutionnel? C'est l'État. Avec ses banques. Il y a un acteur, de toute façon, vous savez, quand un ordre est donné, comment on appelle ça, il est exécuté au niveau des banques, à toutes les autres institutions qui relèvent de l'État. Donc, par contre, l'État lui-même avait décidé de ne pas participer. Donc, ce qui fait que le public nous a suivis, mais l'institutionnel ne nous a pas suivis. Donc, le marché qui le fait, c'est l'État qui le fait. Même aujourd'hui, on va remettre les 50 sociétés. Si la monnaie, elle est toujours entre les mains de l'État, eh bien, il n'y aura pas de joueurs. Et on aura après à prendre le téléphone en disant il faut acheter pour faire semblant, pour que ça marche. Voilà, comme quoi. C'est ce qui se trouve aujourd'hui en termes de capitalisation au niveau de la bourse. Si on voit qui détient ces actions, 70%, c'est l'État. Et on se retrouve des entreprises d'État qui sont au niveau de la bourse et
qui sont redétenus encore via la bourse. Et on se retrouve exactement, on n'aura pas, si vous voulez, avancé en termes économiques. Il faut régler ce problème de masse monétaire. Il faut libérer la masse monétaire à l'économie, il faut la sortir, je dirais, de l'administration et du politique. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est la raison, à votre avis, qui a fait à ce qu'aujourd'hui l'emprunt obligataire n'a pas totalement, trouvé la vitesse de croisière souhaitée. La vitesse de croisière, d'abord, je dirais à la limite, par la barrière de corail dont je parlais tout à l'heure, donc c'est les banques. Un certain nombre de banques, même pas de banques, je dirais, un certain nombre de guichets ont joué leur rôle et ça a fonctionné. D'autres ne l'ont pas fait, ça a moins fonctionné. Donc c'est pour cette raison que nous avons pu avoir ce résultat-là. Et si aujourd'hui, l'expérience, elle est toujours bénéfique, s'il faut aujourd'hui revenir à l'obligataire, on reviendra avec plaisir, bien entendu, parce que c'est une source de financement intarissable pour peu que, je vous dis, les masses monétaires en arrière-plan soient bien réparties. D'accord. On ait suffisamment de clients. Je voulais que M. Rahim aille au bout de sa pensée. Il insiste beaucoup sur libérer la base monétaire. Est-ce que, M. Rahim, vous seriez prêt à proposer une amnistie fiscale pour que l'autre détenteur de la masse monétaire, qui est le marché informel, puisse venir à la bourse d'Alger? Il y a deux choses. Nous avons l'informel et le formel. Il faut standardiser ce système. Ou on ramène le formel, je dirais, et on lui donne les mêmes avantages, et que finalement on dilue toute cette masse et on arrive à créer quelque chose qui tourne, ou on trouve une autre solution. L'amnistie fiscale, moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me choque pas, l'amnistie fiscale. Pour peu que ces capitaux-là viennent pour créer de la richesse et faire tourner l'économie, et pourquoi pas au niveau de la bourse, qui est un réceptacle totalement, je dirais, adéquat. Mais maintenant, si on arrive avec des sociétés, avec des entreprises en bourse, et qu'on ne trouve pas de preneurs en face, on peut et toujours se rabattre sur l'institutionnel via les banques d'État. Là, en fait, on n'aura pas fonctionné, on n'aura pas avancé. D'accord. Yazid Ben Mouhoub, à votre avis, le marché obligataire, à un moment donné, on voyait beaucoup de cas. Aujourd'hui, on n'en voit plus. À votre avis, le rythme a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Comment expliquez-vous? Comment expliquer cette situation? Pour ce qui est du marché obligataire, c'est aussi un autre moyen de financement sans avoir donc à ouvrir le capital. Mais c'est vrai que là aussi, il y a beaucoup, je dirais, il y a beaucoup d'efforts aussi de communication à faire en direction des entreprises pour leur dire que si elles ne souhaitent pas aller vers une ouverture de capital, elles peuvent toujours s'adresser au marché pour lever des capitaux à travers des obligations. Donc actuellement, il est vrai que nous avons que deux obligations cotées et il y a une qui arrive à échéance 2014. Donc pour nous, c'est un souci supplémentaire parce qu'il va falloir essayer de trouver d'autres moyens, d'autres sociétés qui pourraient lever des fonds à travers ce marché-là. Alors, pour terminer, peut-on un peu résumer le tout? Je vais vous donner la parole, chacun d'entre vous, chacun des trois panélistes. Beaucoup de constats aujourd'hui, mais aussi des recommandations, des propositions afin d'animer ce marché boursier. Monsieur Sarrab, qu'est-ce que, on va dire, vous retenez le plus dans ce débat? Pardon, avant de conclure, je voudrais intervenir au sujet des entreprises publiques. Vous donnez une information, bon, je reviens toujours sur l'aspect juridique. Vous savez, avec l'arrêté d'application du système comptable financier, il y a une distinction qui est faite entre le capital social des sociétés privées et le capital social des entreprises publiques. Alors, en ce qui concerne les sociétés privées, dans les sociétés privées, le capital émis représente la valeur nominale des actions ou des parts sociales.
Et en ce qui concerne les sociétés publiques, dans les sociétés publiques, le capital émis représente la contrepartie des apports en nature ou en espèces effectués par l'État ou les collectivités publiques et dont le remboursement n'est pas prévu par une convention. Donc là, j'ai l'impression qu'en rédigeant ce règlement, cet arrêté d'application, c'est comme si on a condamné les entreprises publiques à ne pas ouvrir leur capital social. Parce que là, d'après ce texte-là, c'est que les entreprises publiques n'ont plus d'actions. Les actions existent uniquement dans les sociétés privées. Parce que là, les entreprises qui vont être publiques, qui vont être introduites à la bourse, quelle est l'action qui va être présentée du moment que dans leur capital social, il n'y a plus d'action? Donc là, il y a tous ces préalables, à mon avis, qu'il va falloir aussi régler, se pencher aussi sur l'aspect juridique, pour sécuriser les investisseurs, les épargnants, pour qu'ils aient cette confiance-là et qu'il y ait un marché qui soit... C'est le point sur lequel d'ailleurs vous insistez pour un peu clore ce débat. Sont les principaux, pour moi, ce sont les principaux aspects qui doivent être réglés pour permettre une dynamique du marché boursier. D'accord. Abdou Abrahim. Toute l'économie mondiale est en bourse. Tout ce qui guide cette planète en termes économiques est en bourse. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas, nous, ici en Algérie, à la même chose. Il n'y a aucune raison qui pourrait être valable pour ne pas arriver à ça. Parce que c'est l'évidence même. Et si on ne va pas vers la bourse, on restera comme nous sommes. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Monsieur Belmourou, vous avez un mot de la fin? Je veux dire, pour ce qui est de... on va dire que la bourse d'Alger est maintenant attendue, n'est-ce pas? Attendue par rapport à ce qui a été dit, les introductions. Tout le monde est en attente de voir comment ça va réagir. Mais souvent, c'est le marché qui attend de voir comment l'environnement réagit, n'est-ce pas? Donc, c'est une phase, je dirais, assez importante pour le marché financier algérien. L'introduction en bourse de ces sociétés publiques est un signal très fort. Je dirais que pour ces sociétés, c'est pour elles un petit pas, c'est donc l'ouverture d'un capital autour de 20, 30 ou 35%. Mais je considère que pour la bourse d'Alger, c'est un très grand pas. Et c'est ce qui pourrait lui permettre donc de décoller et d'atteindre une capitalisation à la hauteur donc, de l'économie nationale et pourquoi pas rivaliser avec les autres bourses régionales dans des pays qui n'ont pas les mêmes potentialités que l'Algérie. Merci beaucoup, Yazid Benmouhoub. Vous êtes, je rappelle, le directeur général de la Bourse d'Alger. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'UNI et surtout d'avoir un peu exposé aujourd'hui les chantiers qui vous attendent afin de dynamiser ce marché boursier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci bien sûr à Abdou Abrahim, président de l'UNI, à M. Sarab Larbi, qui est également membre de l'UNI. Et on se donne rendez-vous donc pour un prochain cycle de conférences de l'UNI. Merci.